Couverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Jean-Marie Le Pen a quand même, depuis longtemps, eu raison avant beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, la droite nationale, c'est la droite tout court. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Surtout quand on se souvient des sorties virulentes de Jean-Marie Le Pen depuis 30 ans. La presse gauchiste et maçonne dressée contre nous. Il n'est peut-être pas mauvais que le grand maître du Grand Orient ait révélé publiquement le rôle que joue cette organisation secrète dans le complot d'esprit contre le Front National. Le CRIF et le Grand Orient de France du même côté, ça ne m'étonne pas. Je dirais même que ça me rassure. Bonjour Monsieur Le Pen. Est-ce que c'est une ouverture qui peut aller jusqu'à accueillir des francs-maçons du Front National? Je crois qu'il y en a déjà, je pense. Depuis longtemps? J'en sais rien, mais je crois qu'il y en a. En tous les cas, il n'y avait pas d'objection à ce qu'il y en ait. Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. Ce jour-là, il joue les chauffeurs de salle pour Marine Le Pen. Alors je me suis dit, mais qui pourrait faire quelque chose? Oh, je vais le dire, hein, tant pis. Hein. Qui aura les couilles de faire quelque chose? Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledoux-Gay de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Alors tu as la chance de l'avoir la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi tu prends des risques, hein, tu invites des gens qui ne sont pas membres du Front National, ça peut faire des vagues d'ailleurs. Valérie Ledoux-Gay n'est pas encartée au FN, mais son flirt avec le parti nationaliste n'est pas du goût de sa loge. La semaine dernière, il a été poussé à la démission. Pourtant, lui affirme toujours être franc-maçon. Sympathisant du FN et franc-maçon, c'est compatible? Mais je suis pas sympathisant du Front National. Bah, vous êtes ici aujourd'hui, non? Et ça change rien du tout. Ledoux-Gay, Collard, des francs-maçons assumés au service de la normalisation du nouveau front. Une double appartenance pas encore facile à assumer face caméra. Marine Le Pen, c'est pas un diable quand même. J'ai rien à voir avec des extrémistes, des nazis, etc. Quoi. Non, mais ces gens-là n'ont rien à voir aujourd'hui avec ça. Faut arrêter, quoi. Et j'espère que Grand Orient ou quelques autres vont être beaucoup plus tolérants que ça. La République, la laïcité, des références nouvelles pour le Front National. De quoi séduire certains francs-maçons. C'est le cas de cet ancien grand maître qui préfère rester discret. Est-ce que le FN est plus fréquentable aujourd'hui? Parce qu'il n'a rien changé. C'est indiscutable, bien sûr. Ça ne pose pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, recevoir Marine Le Pen dans une loge, est-ce que c'est envisageable? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Il y a de plus en plus de loges qui ne seraient pas contre le fait de vous recevoir et de parler avec vous. Écoutez, je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut effectivement parler de l'avenir de la France, la laïcité notamment. J'ai d'ailleurs été assez frappé, moi, de voir que les loges qui sont censées avoir la laïcité comme sujet principal de préoccupation avaient été assez atones, assez absentes dans ce débat sur les prières de rue. Je suis ravi de voir qu'elles se réveillent. Cet OPA de Marine Le Pen sur la laïcité, un comble pour le Grand Orient. Guy Arcizet est le grand maître de la principale obédience française. Je pense que certains hommes, peut-être, ou certaines femmes, peuvent se laisser prendre à l'habileté, j'allais dire à la perfidie aussi, des arguments du Front National. Le Front National est en train de se construire une image vertueuse, républicaine. Tant qu'on ne parlera pas avec la laïcité de solidarité, nous serons très méfiants vis-à-vis de ceux qui veulent faire de la laïcité un outil d'exclusion, de xénophobie. Nous ne sommes pas dans cette démarche.
Alors, y a-t-il une stratégie du Front National pour attirer les francs-maçons? S'il y a des gens qui sont au Front National et qui ont de surcroît une partie, qui participent de surcroît à des loges, tant mieux. Mais en l'occurrence, si vous voulez, je pense pas que ce soit leur appartenance à une loge qui fait qu'ils viennent soutenir notre projet. Donc c'est pas une stratégie de la part du FN? Non, il n'y a pas de stratégie de la part du FN, non. Merci. Et ces choses-là ne dépassent, mais nous, on en est les organisateurs. Pour la présidentielle de 2012, le Grand Orient vient de lancer les invitations. Tous les candidats seront les bienvenus pour des séances publiques, appelées tenues blanches, tous, sauf Marine Le Pen. Vous dites qu'il y a que 2 de vos 3 filles se sont fait initier par des juifs et en fait il n'y en a qu'une. Oui, et puis c'est pas dit dans ces termes-là. Mais vous avez dit initié, vous n'avez pas dit des pucelés. Je vais vous dire une chose, cher monsieur, c'est que quand vos filles vous traitent de décharge publique dans des journaux, je m'insulte quoi m'insulte, je peux me permettre moi de dire des choses sur mes filles. Elles n'ont pas le droit. Moi j'ai le droit. C'est moi qui les ai faites en fait. Marine Le Pen en robe de soirée. Cette scène inhabituelle a eu lieu mardi soir lors du très sélect gala en l'honneur des 100 personnalités les plus influentes du monde désignées par le magazine Time. De Madame Le Pen qui a été invitée avec son compagnon Louis Alliot. Le vice-président du Front National, Louis Alliot, connu également comme le conjoint de Marine Le Pen, se trouvait en Israël de dimanche à mardi soir. Un déplacement tenu secret, mais qui a finalement été révélé lundi par le site internet JSS News. C'est la première fois qu'un dirigeant du FN entreprend de rencontrer à Jérusalem et Tel Aviv des personnalités publiques israéliennes. À cette occasion, Louis Alliot a affirmé que lors de la présidentielle et des législatives de 2012, son parti obtiendrait beaucoup de voix dans la communauté juive de France et parmi les franco-israéliens. Qui a été invité au gala de Time Warner à New York le 22 avril. Alors, c'est quand même un phénomène très significatif de la scène politique française. Parce que le magazine Time, qui est champion d'ailleurs pour trouver les hommes de l'année. Je rappelle qu'en 1931, Time Magazine avait choisi comme homme de l'année Pierre Laval, qui sera fusillé en 1945 en France pour collaboration avec l'ennemi. Bon. Le même magazine Time qui avait, je crois, en 1938 fait d'Adolf Hitler l'homme de l'année. En tout cas, Madame Le Pen a été propulsée par Time, le magazine Time, au rang des 100 personnes les plus influentes du monde. Et B, les 100 personnes les plus influentes du monde. Bien. En réalité, évidemment, tout ça, c'est une façon pour les États-Unis, pour les dirigeants américains, plus exactement pour l'oligarchie américaine, de promouvoir inlassablement Madame Le Pen. Nous nous expliquons pourquoi. On explique que Madame Le Pen s'est rendue en 2011, juste avant les élections présidentielles. En décembre 2011, elle s'est rendue aux États-Unis, où elle a fait des rencontres diverses et variées. Après New York, direction la Floride. Le staff de Marine Le Pen n'a autorisé aucun média audiovisuel à la suivre. Après l'ambassadeur israélien,
L'opération dédiabolisation se poursuit à Palm Beach. La patronne du front a rendez-vous avec un certain William Diamond, un membre influent de l'EPAC, le principal lobby juif américain. William Diamond est un type très influent du parti républicain qui a été numéro 3 à la mairie de New York à la période de Giuliani et qui est aussi accessoirement l'un des directeurs de la synagogue de Palm Beach. Le 5 novembre 2011, il donne une réception dans sa villa en l'honneur de Marine Le Pen. Pour dire à quel point le gars doit probablement être un mec vraiment influent, il y avait sur un des meubles les photos de 4 présidents américains dédicacés à son nom. Il y avait beaucoup de gens de la communauté juive, beaucoup de républicains, et je dois dire que la soirée s'est terminée par un verre à la santé de Marine Le Pen et de son succès en 2012. Et comme par miracle, suite à ces rencontres, eh bien, d'un seul coup, les grands médias si indépendants de notre beau pays se sont ouverts comme par miracle. Il n'y en avait que pour Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là. Il faut quand même relever 2 choses qui sont importantes. La première, c'est qui Time? Le magazine Time est possédé par un groupe qui s'appelle Time Warner et il est intéressant d'aller examiner quels sont les actionnaires de Time Warner. Vanguard Group qui possède également des parts dans Exxon. Et puis enfin, comme on dit à New York, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, eh bien c'est que l'un des actionnaires de Time Warner s'appelle en fait BlackRock. BlackRock, Rocher Noir, c'est un peu mystérieux comme nom, c'est un fonds d'investissement lui aussi. C'est une société d'investissement qui est ultra puissante dans l'ombre, qui exerce un pouvoir très très important, un pouvoir d'influence à Wall Street ou dans les allées du pouvoir à Washington. Et parmi les grands actionnaires de BlackRock, on découvre les Rothschild. On découvre également sa gracieuse majesté, Elisabeth II, avec sa fortune personnelle. On y découvre Warren Buffett, qui est l'un des principaux milliardaires américains, 2e ou 3e fortune mondiale. On y découvre également l'inénarrable George Soros, le responsable des révolutions de couleur. Voilà. Donc tout ce petit monde possède Time Warner et qui a fait de Madame Le Pen l'une des 100 personnes les plus influentes de l'année et qui ne cesse de la promouvoir devant les écrans des Français. Jean-Luc Mélenchon, vous avez publié très récemment un pamphlet que vous avez sobrement titré « Réponse au discours de Nicolas Sarkozy » que vous allez nous dédicacer à chacun après l'émission. Nicolas Sarkozy, chanoine de Latran. Vous expliquez que derrière les déclarations assez conciliantes, trop conciliantes du chef de l'État sur le rôle positif des religions, il y a une vraie volonté de provoquer, d'encourager un choc des civilisations. En fait, vous le bouchisez un peu. Ah, c'est lui qui se bouchise tout seul. J'ai fait réplique au chanoine de Latran. C'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Vous ne considérez pas que ça doit être public? L'appartenance à la franc-maçonnerie doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature parce que, vous savez, une fois, j'ai été trotskiste 3 ans. Et je me suis payé 30 ans de notule ex-trotskiste. Donc, si un jour je dis je suis franc-maçon, on va marquer franc-maçon ex-trotskiste. Et si je dis non, je ne le suis pas, on va pas marquer n'est pas franc-maçon, mais on me retrouvera au carrefour suivant. Oui, c'est arrivé à Michel Field, sans dommage pour sa carrière, notule ex-trotskiste. De quoi?
d'avoir dans sa notule oui, mais c'est terrifiant parce que lui est journaliste, moi je suis homme politique, je ne suis pas trotskiste. Je suis idéologiquement un républicain socialiste, donc ça m'ennuie de toujours être envoyé à... Mais je ne veux pas me renier, je ne renie pas ma jeunesse. Cela dit, quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non? Oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. La politique est une intendance de cette adhésion intellectuelle au siècle des Lumières et à l'idéal de l'émancipation de la personne humaine, émancipation radicale, culturelle, etc. Alors là, Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas vous inciteriez les élus à le faire? Comment vous réagissez? C'est pas mes affaires, je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est quand même, c'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel. Non. Attendez, non, mais contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous parlez d'un monde post-idéologique. Non, je me défile pas, j'essaie d'expliquer. Mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret et je ne veux pas que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question qui est posée sur la franc-maçonnerie, mais je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, Monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben... Vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, Monsieur Bourdin? Eh bien, la maçonnerie est pour certains une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Et que va-t-on déduire de tout ça? Ce que je voudrais dire maintenant, c'est la chose suivante. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'Internationale, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon et que tout le monde a été fusillé. Vous devez vous rappeler que les nazis ont ramassé le fichier des francs-maçons et déporté tout le monde. Et vous devez vous souvenir que ces gens ont tout au long de l'histoire pâti
pour leurs idées. Alors, qu'il y ait des faiblesses humaines, il y a dans tout groupe humain des faiblesses humaines. Certaines sont hautement condamnables. Mais cela ne justifie pas qu'on en parle de manière aussi injurieuse, ou que l'on aille faire de l'inquisition pour savoir qui est quoi. Respectons-nous les uns et les autres en respectant la vie privée de chacun d'entre nous. Je suis un homme qui a une activité publique, mais je suis un homme privé. Ma conviction privée, je le dis, je suis stoïcien. J'appartiens au courant des Lumières. Et maintenant, ceux de nos auditeurs qui veulent savoir de quoi tout ça retourne, courent à leur dictionnaire et à leur bouquin. Vous venez de publier chez Dervy La longue marche des francs-maçons. Et ma première question, c'est quel a été le vrai moteur dans l'apparition des loges maçonniques mixtes en France? Est-ce que c'était plutôt le courant libre-pensée, féminisme, réponse au code Napoléon machiste ou d'autres raisons? Alors je crois qu'il faut remonter aux Lumières, parce que les premières loges mixtes, ce sont des loges d'adoption, on les appelait d'adoption. Elles travaillaient donc au sein du Grand Orient de France, d'abord de la Grande Loge qui était l'ancêtre du Grand Orient de France, puis du Grand Orient de France à partir de 1773, et en 1774, le Grand Orient de France a réellement régularisé toutes les loges d'adoption. Alors quel était le principe? C'était une loge masculine qui créait une loge mixte, où là, les sœurs et les frères travaillaient en parfaite parité. Il y avait donc un office masculin, un office féminin, mais les sœurs étaient considérées comme des sœurs réellement à part entière. C'était les premières loges mixtes. Donc on remonte bien au XVIIIe siècle. Quand on parle du XVIIIe siècle, ce sont bien les Lumières, c'est-à-dire cet esprit de tolérance religieuse, qui est le moteur de la mixité, vraiment. Puis, il faut attendre, effectivement, le début du XXe siècle,
avec le droit humain, avec Maria Derem, Georges Martin. Et là, ça correspond bien, oui, à un élan féministe, républicain aussi. Un élan républicain, réellement. Et la libre pensée, oui, elle va vraiment, je crois, jouer un rôle très actif au tout début du XXe siècle. Parce qu'on va trouver des militantes, réellement des militantes, qui sont à la fois des féministes et membres de la libre pensée. Bon, commencer par Maria Derem, qui a fait des conférences à la libre pensée, on l'oublie souvent, c'était un mouvement très, très engagé, très laïque. Alors justement, si la mixité maçonnique mixte historique débute avec les loges de l'adoption, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un fait à valoriser dans le sens de l'idéal universaliste, ou à critiquer en disant « Ah oui, mais au départ, c'était surtout réservé aux aristos et aux élites féminines ». Personnellement, je préfère voir le bon côté des choses. Alors, bien sûr que c'était des élites aristocratiques, oui, mais je crois que c'était une réelle avancée à l'époque. Une réelle avancée, c'était une toute première émancipation de la femme. Alors, si les loges américaines féminines, je pense à Esther Starr, semblent des copies des démarches françaises, pourquoi, alors qu'au départ elles ressemblaient, pourquoi elles divergent ensuite? Je crois que la réponse, c'est peut-être bien 1877. C'est-à-dire que jusque-là, deux Américains, Morris et McCoy, disent qu'ils s'inspirent du rituel d'adoption à la française. Mais à partir du moment où il y a la rupture de 1877, où tout d'un coup le Grand Orient de France devient sulfureux, eh bien à ce moment-là, Morris et les fondateurs de l'Eastern Star américaine déclarent qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce rite d'adoption et qu'ils ont inventé de toutes pièces ce rituel. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est complètement différent. Alors que les loges d'adoption ont travaillé à parité, là, dans les loges de l'Eastern Star, certes, il y a des hommes et des femmes, mais il faut nécessairement être parent de franc-maçon pour se faire accepter. Et de la famille. Donc, de la famille d'un franc-maçon. Donc, c'est quand même tout à fait différent comme esprit. Alors, puisqu'on est en Amérique, ma question c'est comment les loges américaines féminines ont-elles géré les problèmes d'apartheid américain? Et elles ne sont pas gérées, elles l'ont géré tout aussi mal que les grandes loges blanches. C'est-à-dire qu'elles, d'abord, ne prenaient pas d'initiative, puisqu'elles suivaient tout ce que faisaient les grandes loges américaines blanches. Donc, aujourd'hui, il y a encore 9 grandes loges américaines dans 9 États du Sud qui ne reconnaissent pas la franc-maçonnerie noire de Prince Hall. Il en va de même pour les chapitres de l'Eastern Star. On va parler un petit peu des freins à la mixité. Peut-on dire qu'historiquement, ce sont plutôt les suprêmes conseils et les hauts grades qui ont le plus lutté contre la mixité? Et si c'est le cas, d'après vous, pourquoi? Ce n'est pas si sûr, parce que si je prends le grand chapitre général du Grand Orient de France, c'est quand même lui qui a initié la première sœur, qui était Olivia Chaumont, qui est devenue la première sœur du Grand Orient de France et de certains sexuels. Donc il n'y a pas forcément eu de résistance, je pense, de ce côté-là. Ça a peut-être été des résistances géographiques. Alors, sur la mixité et sur le droit humain, pourquoi lors de la création en parallèle de la mixité du droit humain en France et en Angleterre, on parle en France de droit humain, alors qu'en Angleterre, on parle plutôt de human duty? Parce qu'en Angleterre, human duty, c'est l'influence de Annie Besant. Annie Besant, c'était une sœur théosophe, donc qui avait des critères moraux avant tout. Et si l'on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était des socialistes, des syndicalistes, Muzzarelli, Guazio, qui ont créé le droit humain dans les mines de Pennsylvanie, en milieu ouvrier. Donc c'était beaucoup plus engagé. Et là, on retrouve la notion de droit, qui est celle de la France. En France, nous avons la notion de droit humain. Bon, hérité des droits de l'homme en plus politiquement correct, voilà. Et aux États-Unis, on a gardé cette traduction de droit humain, alors qu'il y a cette conception du devoir, très moralisateur en Angleterre.
Dans l'histoire du droit humain, quand on parle en France des Anglaises Annie Besant et Hélène Blavatsky, on perçoit des réticences sur leur parcours. D'après vous, pourquoi? Quel est votre regard sur ces réticences? Là aussi, c'est une question de contexte. En France, la France est le pays de la laïcité, de la séparation des pouvoirs. Et le droit humain s'est construit vraiment dans cet esprit de laïcité, de séparation totale des églises et de l'État, alors qu'en Angleterre, ce n'était pas le cas. Et qu'en Angleterre, il faut même dire que certaines églises ont accompagné parfois des mouvements sociaux, ce qui n'a jamais été le cas de l'Église catholique en France. Annie Besant était théosophe. Bon, cela dit, je pense réellement qu'il y a eu une évolution d'Annie Besant et qu'elle est devenue très conservatrice à la fin de sa vie, parce qu'à force de vouloir respecter toutes les traditions indiennes, elle en vient à écrire que, bon, la femme ne sera jamais vraiment libérée en Inde, mais c'est leur problème. Alors, l'ordre anglais des Amazones ne faisait, puisqu'on parlait de religion, ne faisait aucune référence rituelle à la Bible. D'après vous, pourquoi? Cet ordre des Amazones, il se situe vraiment dans l'esprit des Lumières. Il est un peu exceptionnel, il faut le dire, parce que je ne pense pas que ce soit le rituel de la majorité des loges d'adoption de cette époque-là. Mais ce rituel des hauts grades est remarquable, parce qu'il encourage les femmes à s'éduquer. Et il leur dit, mais enfin, vous allez cesser d'obéir aux hommes. Vous avez mis les hommes au monde, vous les avez allaités. Comment pouvez-vous maintenant leur obéir? Voilà, la femme doit s'éduquer, la femme doit s'émanciper. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit des Lumières. Et en France, même si ça s'appelle l'amazonerie anglaise, la culture est réellement française. Pour terminer, parlons un petit peu de l'avenir éventuel. Comment définir en une phrase ce que seraient les enjeux de la mixité maçonnique au XXIe siècle? Tout simplement, je crois que la mixité est l'avenir de la franc-maçonnerie, puisque nous travaillons ensemble dans les milieux professionnels. Il n'y a aucune raison, je crois, de ne pas travailler en mixité en franc-maçonnerie. Le Grand Orient de France l'a bien compris depuis 2010, mais le droit humain l'avait compris bien avant, bien sûr. Et là, je crois qu'il faut regarder aussi ce qui se passe un petit peu dans les autres pays, et nous ne sommes pas si mal situés que ça, c'est vrai. Parce que dans nul autre pays en Europe, une grande obédience masculine a fait le choix de la mixité. Or, il faut bien reconnaître que si l'on regarde les effectifs, eh bien, les effectifs sont en hausse en France, alors qu'ils sont en baisse, terriblement en baisse, en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, où il n'est pas question d'initier des femmes. Mais je crois à une véritable mixité, où les sœurs et les frères travaillent à égalité, en assumant leurs titres. Moi, je suis pour la féminisation des titres. Je ne vois pas pourquoi une sœur s'appellerait orateur et pas oratrice, par exemple. Il faut s'assumer tel qu'on est dans la société d'aujourd'hui, et je crois que c'est à ce prix-là que nous arriverons à attirer des jeunes et à être une institution réellement moderne. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était La longue marche des francs-maçons par Cécile Révauché aux éditions d'Hervy. Très curieusement, vous faites appel à l'ambition spirituelle de la République, au fond une religion nouvelle. Alors est-ce qu'on revient à la religion des philosophes du XVIIIe siècle? Peut-être un peu. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr, laïque, et cet esprit religieux dans la République? Alors, deux choses. La question, comment faire pour réussir? Ils se disent finalement, remplacer une classe sociale par une autre ne suffit pas. Il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel. On a remplacé dans le fond les aristocrates par les bourgeois, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle, mais on a laissé la domination intellectuelle
à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Stel, Benjamin Constant. Donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui ont été publiés, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République, c'est une religion rationnelle. Donc c'est précisément, il n'y a pas de fin de l'histoire, l'histoire est en continu, c'est un appel à la conscience de chacun, au jugement, à la rationalité, mais ça s'édifie comme un système de croyance, très inspiré aussi du kantisme, avec la loi morale. Vincent Payon, il y a quand même un problème avec la question de la laïcité, vous le savez très bien, c'est qu'il y a eu des dérives de ce qu'on appelle les laïcards. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fond, petit à petit, non pas du tout une spiritualisation de ce combat laïque, mais quelque chose comme un sectarisme de ce combat laïque, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans une situation un peu différente. C'est-à-dire que la prise en compte et l'écoute des libertés individuelles nous amène à prendre en compte quelques aspects non pas communautaristes, mais quelques aspects communautaires. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui pensent à leur façon, leur rapport au religieux, leur rapport au spirituel, et la République a été amenée à composer avec ces communautés sans entrer forcément dans le communautarisme. Est-ce qu'il ne faut pas bouger par rapport à la domination d'une spiritualité laïque ? Alors, je crois que ce serait une très grande méconnaissance, dont joue d'ailleurs Nicolas Sarkozy, de penser que la laïcité est anti-religieuse. D'abord, je crois qu'il ne faut pas méconnaître la demande il ne faut jamais mépriser nos quartiers, et que quand on parle de laïcité avec des jeunes juifs, des jeunes musulmans, des jeunes catholiques, des jeunes protestants, ou des gens qui ont une interrogation spirituelle, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas d'interrogation spirituelle, c'est pas parce qu'on vit en HLM qu'on n'est pas pleinement un homme. On est très surpris de voir à quel point la laïcité française est un ciment et une demande pour notre jeunesse. Et que je pense que c'est plutôt la démission d'un certain nombre de gens par rapport à ces valeurs qui nous coûte. Je crois, à un moment, ce qui est pour moi, et on l'a republié au Port de l'Eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïcs, intervient dans le débat. Il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin, c'est tout à fait étonnant. J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste dévoué, ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre, au nom de la France catholique et de la liberté. J'ai été à la peine, j'ai été au combat. Je veux rester jusqu'au jour où sonnera l'heure de la prospérité pour notre malheureux pays, l'heure du relèvement national. L'heure du bonheur et de la joie, l'heure de la délivrance. Et pour cela, il faut d'abord arrêter les persécutions religieuses. Dieu avec nous! L'hypocrisie de la laïcité républicaine. Les républiques en France ont toujours été anticléricales par essence. Depuis la Convention jusqu'à la 5e, chacune à leur manière, elles ont lutté de façon acharnée contre la religion catholique. Celle qui a ouvertement fait de l'anticléricalisme son cheval de bataille fut la Troisième République.
Faisons d'ailleurs un petit bilan rapide et non exhaustif des lois antireligieuses qui furent votées durant cette période. 1879, exclusion du clergé des commissions administratives des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. 1880, suppression des aumôniers militaires, interdiction aux magistrats d'assister encore aux processions de la fête Dieu, suppression de l'enseignement religieux dans les examens. 1881, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles maternelles, sécularisation des cimetières. 1882, crucifix enlevé des écoles, suppression des aumôniers de lycées, enseignement religieux interdit dans les écoles primaires. 1883, interdiction aux troupes de paraître encore aux cérémonies religieuses. 1884, suppression des prières à la rentrée du Parlement, suppression des aumôniers dans les hôpitaux et de l'exemption des clercs du service militaire. 1886, exclusion des congréganistes de l'enseignement public, organisation de l'école laïque. De 1901 à 1904, dissolution et spoliation des ordres religieux, suppression du crucifix dans les tribunaux, suppression aux congréganistes de tout droit d'enseigner. Émile Combes, alors ministre de l'Instruction publique et des cultes, met en pratique ses convictions laïques et fait fermer en quelques jours plus de 2500 écoles religieuses. Le 7 juillet 1904, il fait voter une nouvelle loi qui interdit d'enseignement les prêtres des congrégations. Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand fait voter la loi concernant la séparation des églises et de l'État. La loi s'applique aux 4 confessions alors représentées en France: le catholicisme, les protestants luthériens, les protestants calvinistes et les israélites. Elle clôture 25 ans de tension entre la République et l'Église catholique, l'une et l'autre se disputant le magistère moral sur la société. La loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, avait prévu de remettre les bâtiments des églises et les associations cultuelles que les fidèles devaient constituer. Avant ce transfert de responsabilité, la loi organisait un inventaire des biens de chaque église. 1907, suppression des aumôniers de la marine ainsi que de la formule « Dieu protège la France », inscrite jusque-là sur les monnaies, etc. Après ce bref bilan, on comprend bien que la religion catholique est un sérieux problème pour la République en France. Mais posons-nous la question, pourquoi ? Pourquoi la religion catholique est-elle un problème aux yeux des républicains? Qu'y a-t-il dans cette religion qui les dérange à ce point? Pourquoi autant d'acharnement à faire disparaître le catholicisme en France? La religion catholique est-elle si néfaste que ça pour notre civilisation et son développement? Pourtant, au regard d'un athée, qu'est-ce que la religion catholique, si ce n'est une simple doctrine, voire une idéologie dotée d'un système de valeurs, avec pour maître à penser Jésus-Christ? L'article 10 de la Charte des droits de l'homme de 1789 n'impose-t-elle pas de considérer la religion comme n'étant qu'une simple opinion? Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc, dans cette logique, pourquoi interdire cette opinion catholique ayant un minimum d'influence dans notre société, au même titre que toutes les autres doctrines ou idéologies comme le socialisme, le libéralisme, le communisme, le nationalisme, etc. Est-ce parce que cette doctrine est rattachée à une puissante organisation qu'on appelle l'Église? Est-ce le fait que cette Église risquerait d'agir comme une sorte de lobby ou comme une puissance étrangère au sein de notre pays? Mais dans ce cas-là, pourquoi la République tolère-t-elle l'organisation maçonnique en son sein, ainsi que les nombreux autres lobbies? Est-ce à cause de l'histoire de l'Église et de ces épisodes jugés peu glorieux comme les croisades, le massacre des Cathares, l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, etc. et tout ce que l'imagination peut interpréter de plus négatif? Pourtant, encore une fois de plus, si c'est le seul reproche historique qui est fait à l'Église, alors pourquoi la République accepte-t-elle en son sein un parti communiste si l'on en juge la tragédie sanglante que fut cette idéologie au cours du XXe siècle? Dans le livre noir du communisme, l'historien Stéphane Courtois totalise le nombre de morts liés à cette idéologie autour des 100 millions, alors même qu'elle dura moins d'un siècle d'existence dans les différents pays qui la subirent. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec le catholicisme? Pour mieux comprendre où se trouve la problématique, il suffit de prendre connaissance des enseignements du Christ. Le problème majeur que pose la religion catholique au regard de la République, c'est son rejet du règne de l'argent. N'oublions pas que l'une des premières choses que firent les révolutionnaires en 1791 a été de supprimer les corporations de métiers, avec interdiction de les recréer. En somme, ils appliquaient les conséquences économiques du libéralisme, et l'apparition du prolétariat en fut la conséquence.
L'argent devenait la valeur centrale sur laquelle tout se décidait. Alors que le Christ enseigne qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu ou Mammon. Il rajoute aussi qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Évangile selon saint Matthieu. Léon Bloy, dans Le Désespéré, précisait également « Tout riche qui ne se considère pas comme l'intendant et le domestique du pauvre est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des fratricides. Tel est l'esprit du christianisme et la lettre même de l'Évangile. » Avec l'esprit individualiste, base philosophique et anthropologique, il est clair que le christianisme n'a pas sa place dans le monde moderne. Mais le pire encore au regard des hommes d'argent, c'est Paul Lafargue qui le précisa dans son droit à la paresse. Sous l'Ancien Régime, les lois de l'Église garantissaient aux travailleurs 90 jours de repos, 52 dimanches et 38 jours fériés, pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C'était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l'irreligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, lesquelles fut maîtresse, elle abolit les jours fériés et remplaça la semaine de 7 jours par celle de 10, afin que le peuple n'eût plus qu'un jour de repos sur 10. Elle affranchit les ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au joug du travail. Paul Lafargue dans Le droit à la paresse. 90 jours de repos pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. Voilà qui a dû être, en effet, une abomination au regard d'un patronat du XIXe siècle. Héritier des lois révolutionnaires de 1791, réduisant en esclavage le monde ouvrier, incluant femmes et enfants, et faisant par jour des heures de travail inhumaines, dans des conditions tout aussi déshumanisantes. Voilà où se trouve entre autres le crime du catholicisme. C'est une religion qui, de par son rejet du matérialisme, met un frein à l'esprit d'usure, donc au règne du capitalisme libéral. La République, tout comme la démocratie, sont, de ce fait, des systèmes idéaux pour l'épanouissement du règne de l'argent. Jean-Jacques Rousseau en avait lui-même fait l'aveu dans sa lettre à d'Alembert sur les spectacles. En 1758, il écrivait « Jamais dans une monarchie l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince, mais dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Alors, le gouvernement n'a plus de force, et le riche est toujours le vrai souverain. » Jean-Jacques Rousseau, lettre à d'Alembert sur les spectacles. De plus, la religion catholique est loin d'être anthropocentrique et individualiste, contrairement à ce que prône l'idéologie des droits de l'homme, glorifiant un homme abstrait et le dotant essentiellement de droits sans devoir. Les droits de l'homme, c'est la religion de ceux qui n'en ont pas. Parce que le catholicisme ne favorise guère le règne de l'argent, ni la pratique de l'usure, parce qu'elle n'est pas une religion anthropocentrique et matérialiste, parce qu'elle interdit toute dépravation sexuelle et reconnaît les inégalités naturelles entre les hommes, sauf devant Dieu. Parce qu'elle ne favorise pas l'individualisme, mais prône au contraire la charité, parce qu'elle considère la vie sur terre comme une préparation aux âmes à la vie éternelle, et non une recherche perpétuelle d'un bonheur hypothétique, teinté d'hédonisme issu du monde matériel. Parce qu'elle ne favorise pas non plus le cosmopolitisme, ayant retenu les leçons de la tour de Babel, mais aussi et surtout parce qu'elle s'oppose à toute considération idéologique de l'homme en tant qu'homme nouveau, sans aide de la grâce divine, si chère au régime totalitaire. Pour toutes ces raisons, on comprend maintenant pourquoi la République s'obstine à toujours vouloir évincer la religion catholique de la sphère publique. D'autant plus que la République, reposant sur un système de valeurs opposées, est donc par essence satanique. Son acharnement contre la religion catholique en est d'autant plus logique. La République repose, pour résumer, sur l'antique conception du pouvoir de l'homme sur l'homme, en un mot, de l'esclavage. C'est la pente sur laquelle se trouve une société dominée par un nouvel ordre mondial, entraînant les populations vers des délocalisations infinies, une soumission aux machines dénoncée par Bernanos en son temps, et un nouvel esclavage des peuples. On se rend compte aussi à quel point la déchristianisation de notre pays nous a rendus faibles et inoffensifs face aux assauts répétés de nos adversaires, expliquant de ce fait l'état actuel de notre pays. Historiquement, la société vers la fin des temps médiévaux s'est détournée de l'invisible, temps où les hommes vivaient humblement, assumaient leurs fautes, aidaient leurs prochains tout comme ils vivaient en communauté. C'était le temps de la féodalité, du respect et de la courtoisie, du sens de la parole donnée. Le matérialisme changea doucement les mœurs, amenant l'individualisme colporté par la doctrine libérale. Les Lumières en firent leur idéologie,
comprenant bien que pour réussir à faire pleinement éclore leur religion du progrès, il fallait briser la barrière du catholicisme qui empêchait les hommes de faire du profit sur leurs prochains. C'est ainsi que l'idéologie du mal triompha des anciennes structures sociales de l'Ancien Régime. Le roi étant chrétien, il fallut le renverser pour se débarrasser du catholicisme. La nouvelle idéologie triomphante se maquillant de vertu pour dénoncer les inégalités d'hier afin de convertir le peuple français à ses idées. Ainsi, pour lutter efficacement contre le catholicisme, la République, fille de la Révolution, s'est dotée d'une arme redoutable, la laïcité. Élaborée et pilotée dans l'ombre des sociétés de pensée anticléricales, cette laïcité que la République nous présente essentiellement comme un acte de neutralité de l'État et de respect de toutes les religions, s'avère être, dans les faits, une arme anticatholique particulièrement efficace. Laissons s'exprimer les grands apôtres de cette laïcité pour s'en convaincre. Le 24 juin 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, recevait les représentants des obédiences maçonniques françaises. Voici un extrait de son discours. La franc-maçonnerie a joué un rôle décisif dans l'affirmation du caractère laïque de la République. Historiquement, la laïcité, c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique, supposée monarchiste. Son propos est parfaitement juste. La franc-maçonnerie, surtout depuis la Troisième République, a toujours fait de la lutte contre le catholicisme son cheval de bataille. Elle s'est acharnée durablement à détruire le catholicisme en France. Les citations à ce sujet ne manquent pas. Prenons par exemple cette citation de Parago, caractérisant la pensée maçonnique face à l'Église. « Plus de Dieu, plus d'Église, nous devons écraser l'infâme. Or, l'infâme, ce n'est pas le cléricalisme, c'est Dieu. Nous devons éliminer de la France toute influence religieuse sous quelque forme qu'elle se manifeste. » Cité dans Jean Housset, pour qu'il règne. Ce n'est pas pour rien si le pape Léon XIII, dans son encyclique Humanum Geus, du 20 avril 1884, avait qualifié la franc-maçonnerie d'association criminelle, avant malheureusement de soumettre les catholiques français à son idéologie par le biais du ralliement à la République, 8 ans plus tard. On comprend mieux maintenant pourquoi la féminine ukrainienne Inna Shevchenko fut reçue le 14 novembre 2017 par Anne Hidalgo à l'hôtel de ville de Paris, afin d'y recevoir son grand prix international de la laïcité. Cérémonie présidée par l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Patrick Kessel. Ces salariées ukrainiennes du riche proxénète George Soros, remerciées pour avoir scié une croix à Kiev. Mimer un avortement puis uriner devant l'hôtel de la Madeleine à Paris, gazer des familles avec leurs enfants défilant lors des manifs pour tous, taper sur les cloches à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, insulter le pape, etc. Le tout dans une ambiance d'hystérie et de slogans outranciers. Cela au nom d'un soi-disant féminisme à la gloire des femmes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, d'autant plus que les femmes doivent se sentir dégradées par de telles représentantes, que nous plaignons par ailleurs. Mais quand l'argent dirige, les êtres humains s'avilissent. Avec Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale du gouvernement Ayrault et disciple de Ferdinand Buisson, on va un peu plus loin. La laïcité devrait être ni plus ni moins qu'une religion. Selon lui, la révolution de 1789 n'a pas fait la révolution dans la morale et le spirituel. Même si à cette époque certains révolutionnaires avaient lancé les cultes de la raison et de l'être suprême, culte anthropocentrique, issus de l'idéologie des Lumières, il faut reconnaître qu'en dehors de ces délires, la République ne sut jamais remplacer véritablement le culte catholique qu'elle s'acharne à détruire. La morale et le spirituel furent donc laissés momentanément à l'Église. Or, pour Vincent Peillon, il faut rattraper le temps perdu et reprendre l'idéologie de la Révolution comme de la République, qui en accoucha, bref, créer une religion républicaine de substitution au catholicisme, ce qui serait selon lui la laïcité. Et donc on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc il faut remplacer ça. Et d'ailleurs l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque,
et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Or, dans cette logique, si la laïcité est une religion, qu'en est-il alors des écoles laïques? Elles deviennent de facto des écoles purement religieuses. Et quel serait le rôle de cette religion laïque au sein des écoles de la République? Il le précise dans une interview du JDD. Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper, car le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Le 1er septembre 2012, Vincent Payon. Voilà en somme faire de la jeunesse française une jeunesse déracinée, qui après l'avoir arrachée à tous les déterminismes, familial, ethnique, social et intellectuel, aurait soi-disant une liberté de choix. Mais alors, au final, quel choix restera-t-il, si ce n'est l'enseignement des valeurs laïco-républicaines enseignées au sein des écoles publiques? Où se trouve la place des valeurs de la religion chrétienne et des enseignements de l'histoire de la civilisation française depuis Clovis? Nulle part, bien évidemment. D'ailleurs, on n'enseigne guère plus l'économie sociale des temps médiévaux ni la doctrine sociale de l'Église, rejetant l'usure. Et c'est un aveu de plus de la part d'un républicain franc-maçon, prouvant que la République n'est pas la France, et la France n'est pas la République, que l'existence de l'une inclut indéniablement la disparition de l'autre. Le message est très clair, la laïcité n'a jamais été neutre vis-à-vis de la religion catholique. Elle est l'outil pour détruire tout catholicisme. Le christianisme étant le dernier rempart contre l'exploitation de l'homme sur l'homme, la dernière chance de la liberté contre le libéralisme exploiteur. Voir d'ailleurs les travaux de Kaplan, Le pain, le peuple et le roi, la bataille du libéralisme sous Louis XV. C'est une lutte acharnée contre les valeurs de notre religion multiséculaire qui forgea l'âme et le caractère de notre civilisation française. Interrogé en 2014 par le quotidien italien Il Foglio, le philosophe français libéral Pierre Manant ne disait pas mieux. En France, il s'agit d'une guerre civile, république contre christianisme, ce qu'ils, les gens du pouvoir, nomment la laïcité. C'est la formulation juridique d'une guerre civile remportée par un côté et perdue par l'autre. La France républicaine a subjugué la France catholique et la France catholique l'a acceptée. Aujourd'hui, nous vivons la suite de cette guerre civile. La laïcité française a toujours constitué à expulser l'Église de l'espace public, un projet qui a été couronné de succès en offrant aux citoyens un nouveau code moral. Et dans ce projet, l'Église est considérée comme l'ennemi de la République. De plus, si on considère comme le veut la définition officielle que la laïcité impose toute neutralité religieuse à l'État, alors pourquoi n'y a-t-il jamais eu de séparation de la secte maçonnique et de l'État? La raison, ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui la fournissent. La maçonnerie, c'est la République à couvert, de même que la République n'est autre chose que la franc-maçonnerie à découvert. La raison pour laquelle la République n'a donc jamais cherché à séparer la franc-maçonnerie de l'État est parfaitement claire, car celle-ci est la République. On comprend mieux aussi cette lutte aussi puérile que stérile des associations de libres penseurs contre les crèches de Noël dans les lieux publics au nom de la laïcité. Quoi de plus logique quand on considère la laïcité comme étant une arme anticatholique avant tout? Au final, parler de laïcité républicaine comme étant avant tout une garantie du respect des religions et de la neutralité de l'État n'est qu'une vaste hypocrisie. Comme nous l'avons vu, la laïcité républicaine n'incite à aucun respect envers la religion catholique. Cette laïcité vise au contraire à faire disparaître toute influence de la religion catholique au sein du peuple français. Le but du mondialisme est de déraciner les peuples par la déculturation, la délocalisation et la séparation des familles, afin de mieux créer la vaste entreprise mondiale pour le bénéfice d'une minorité vivant de l'usure et de l'appauvrissement généralisé. Quant à la neutralité de l'État républicain, on est loin du compte avec ses valeurs sectaires, sachant qu'en plus, cette laïcité se montre souvent bien moins virulente et même parfaitement conciliante avec d'autres religions exotiques. La République se sert des autres religions comme bélier contre le catholicisme, mais attention, car les croyants ne respectent souvent que les autres croyants. Ils vomissent, eux aussi, ceux qui n'ont d'autres valeurs que le CAC 40, ceux qui arborent la laïcité comme bouclier suprême contre le développement de l'islam en France devraient y réfléchir à deux fois. Cette attitude laïcarde ne date pas d'hier. Dans le serment de la Ligue d'action française créée en 1905, on pouvait y lire «
L'esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise des influences religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel. On remarquera la méthode constante de la République pour ce qui est de sa lutte contre la religion catholique et à travers elle contre la France. Bref, au-delà des délires malsains de la République, la notion de laïcité reste néanmoins parfaitement valable. Un royaume de France chrétien, catholique de surcroît, se devra de faire respecter une certaine laïcité, celle que le Christ lui-même nous a enseignée. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En somme, une distinction parfaite entre le temporel et le spirituel. Chacun son domaine. La France n'a pas à être une théocratie, ce n'est pas au Vatican de diriger notre pays. Elle ne peut être non plus une théocratie, car Dieu ne réside pas politiquement sur terre. Elle sera tout au plus une nomocratie, pour ce qui est des lois fondamentales sur lesquelles repose toute civilisation chrétienne, le décalogue. Ne nous leurrons pas non plus sur le fait qu'aucun gouvernement sur terre n'est neutre pour ce qui est du système de valeurs qui les régit. En Ve République, actuellement, le système de valeurs qui régit les gouvernements sont les droits de l'homme, la laïcité anticléricale, les valeurs maçonniques issues du philosophisme et de l'anthropocentrisme des Lumières, l'égalitarisme, la liberté abstraite, le cosmopolitisme, etc. La monarchie que nous défendons possède ces valeurs chrétiennes catholiques qui viennent du fond des âges et qui dorment en nous. Le roi, en tant que lieutenant du Christ sur terre, en sera le garant. Le roi, chrétiennement sacré, reste indépendant de l'Église. L'histoire de France l'enseigne. La grande différence demeure dans le respect des autres, même si notre rôle est d'alerter sur les agissements d'organisations comme la franc-maçonnerie, constituant un lobby. Il n'en demeure pas moins que notre objectif principal consiste à faire ouvrir les yeux sur la nécessité de construire pour demain un monde plus juste et équilibré. La vie n'a pas comme finalité le profit sur autrui, il y a autre chose, l'élévation et le service, et non le matérialisme et l'esclavage des peuples. Que les grands apôtres du libéralisme apprennent une bonne fois pour toutes à respecter les autres civilisations, comme les cultures et traditions, et qu'ils cessent d'exploiter les pays, qu'ils arrêtent de délocaliser les peuples. Mais qu'attendre le plus du libéralisme? Seules les valeurs enseignées par notre grande civilisation chrétienne multiséculaire permettront l'équilibre entre les êtres. Du respect pour nos valeurs chrétiennes, pas une adhésion obligatoire. Voilà la distinction. La chevalerie sous la monarchie incarnait alors des valeurs, fruits des apports des anciennes religions comme du christianisme. Ces valeurs, comme ces mythes, dorment au fond de nos consciences et attirent toujours par ces images les rêves des enfants comme des adultes d'ailleurs. La franc-maçonnerie essaie de copier quelques brides de traditions templières sans y parvenir d'ailleurs. Le goût du secret est loin d'incarner ce que la chevalerie représentait. L'élévation des âmes au service des autres ne souffre pas l'orgueil des sectes. Mais qu'importe, il n'est jamais trop tard pour grandir. La terre de France est un creuset où peuvent s'unir toutes les bonnes volontés pour construire un avenir meilleur. Qu'importe les échecs, qu'importe ceux qui se sont trompés, il suffit de voir clair désormais. La foi est un apport qui aide à améliorer les hommes dans le service et l'humilité. Que sommes-nous si nous n'aidons pas notre prochain? Tous unis, nous referons un grand siècle si nous le désirons. Notre terre, comme notre civilisation de la Grèce antique au monde celtique, apporte cette lumière vers laquelle la France apporte l'espérance au monde. Retroussons nos manches et notre jour viendra. Bernanos disait « Les générations actuelles sont les plus médiocres que la France ait jamais connues. Mais chaque jour qui passe les décime. L'heure viendra où elles rempliront les cimetières, et je me demande si elles seront seulement capables d'engraisser, mortes, une terre qu'elles n'ont pas su défendre vivante. La France doit tenir bon jusque-là. J'écris ces lignes sans haine et sans mépris pour ces condamnés. Il faut qu'elles disparaissent pour que disparaissent avec elles les mensonges mortels qui ont hideusement proliféré sur leur médiocrité. Notre jour viendra.
Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, ils disent mais alors vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Hein. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que, donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées disons dans le milieu républicain.